La plupart d'entre nous passent d'un point de vue de l'autre, qu'il soit inférieur ou supérieur, parce que nos sentiments s'y sont passés. L'intellect enregistre et ne justifie que ce mouvement, mais ne lui donne pas l'origine. Le travail effectué par la réflexion originale et profondément pénétrante peut aller loin. Il peut dévoiler beaucoup de choses inconnues, mais elle ne peut résoudre le mystère du penseur lui-même, à moins qu'il ne renonce à son droit de le faire, et permet au moi plus divin d'assumer le contrôle du silence total. L'intellect, la raison et l'intelligence ne sont pas, dans cet enseignement, raser les termes. Le premier est la faculté inférieure du trio. Le troisième est le supérieur et le second est l'intermédiaire. L'intellect est une réflexion logique basée sur une collection de faits partiels et préjudiciables. La raison est une réflexion logique basée sur tous les faits disponibles et collectés impartialement. L'intelligence est le fruit d'une union de raison avec l'intuition. La formation logique peut nous sauvegarder pour transgresser les règles de réflexion correctes, mais ne peut pas nous protéger de l'ignorance. La logique est toujours persécutée par l'accusation sérieuse que ces vérités si appelées sont parlées. Par exemple, il insiste sur la loi de la contradiction, la loi qui déclare ne pas pouvoir être une déclaration de fait, étant vraie et fausse en même temps. Mais une étude minutieuse des illusions fournit des conclusions qui réfutent cette loi. Nous n'avons pas l'intention, avec cette critique, de déclarer que la logique est inutile. Nous voulons juste dire ce que nous avons déjà écrit encore et encore, qu'elle est une bonne servante, mais une mauvaise seigneur. Comme le chemin du retour de l'intellect, gouverné par le corps, l'intuition divine est nécessairement lente, comme la descente de l'esprit, à l'origine pure de l'homme, était un processus lent. La chute n'était pas un événement soudain. C'était un enchevêtrement progressif qui s'est intensifié à travers les âges. Conscience pure, le moi supérieur, même pour les opérations matérialistes du intellect. Nous pouvons donc dire que le moi supérieur n'a jamais été vraiment perdu, car il nourrit l'intellect avec la vie nécessaire. Tout cela s'est poursuivi pour des âges indescriptibles. Au début, pendant longtemps, l'homme n'avait qu'un corps subtil. Plus tard, cependant, alors que son intellect restant plus enclin aux choses extérieures qu'auparavant, le corps matériel adhérait à l'homme. Cette curieuse situation est apparue chaque fois que l'intellect ne peut pas réellement agir en l'absence du moi supérieur, même si la suprématie de l'être humain arrive faussement. Faire semblant de guider et de protéger l'homme, il est lui-même rebelle et égoïstement aveugle à l'orientation du moi supérieur. Et pourtant, il apprécie la protection de ce dernier. L'ego, intellectuel, est ainsi siroté par le soi supérieur et sans s'effondrer, mais fait semblant d'être suffisant. La réflexion correcte n'est pas seulement une qualité intellectuelle, c'est presque une vertu morale. L'intelligence est l'intellectualité inspirée, produit des idées bien raisonnées et divinement suggérées. Avec le pouvoir d'une réflexion plus forte vient également une fierté intellectuelle et une vanité égoïste. Le praticien doit les contrebalancer, devenant délibérément humble avant le moi le plus élevé. Vous ne devriez pas hésiter à le prier quotidiennement, à genoux et avec ses mains, suppliant sa grâce, offrant son petit ego en sacrifice volontaire et demandant des conseils intérieurs dans son obscurité. La pensée frivole et le raisonnement superficiel sont le chemin de l'esclavage. Mais une réflexion cohérente et un raisonnement profond sont le chemin de la liberté. La réflexion rationnelle peut contribuer de deux manières au service de l'intuition mystique et de l'expérience mystique. Le premier, et le plus commun, est une forme négative. Il peut fournir des garanties et des restrictions contre leurs erreurs, contre leurs exagérations, excentricités et déchets. Le deuxième, et le plus rare, est une forme positive et créative. Peut conduire l'aspirant au plus haut degré d'intensité du travail abstrait et ensuite laisser une puissance supérieure pour supprimer ses travaux. Réfléchissez, a déclaré Hegel, lorsque le propriétaire a été préoccupé par son absence
au service de l'Église, c'est aussi un service divin. La fonction la plus exquise de l'intellect est d'ouvrir la voie à cette conscience vivante et réelle du soi supérieur, qui est au-delà d'eux-mêmes. Il le fait dans le chemin ascendant. Mais il y a une fonction supplémentaire à remplir après l'obtention, avec succès de cette conscience, qui doit traduire cette expérience en termes de ses propres termes, et donc en termes généralement compréhensibles, à la fois pour son propre avantage et pour d'autres. L'étude intellectuelle de ces vérités n'est pas dépourvue de grande valeur, prépare le praticien à la compréhension finale, nourrit son âme et renforce sa volonté supérieure et encourage ses espoirs les plus sublimes. De plus, une révérence sacrée est née par elle-même alors qu'il médite sur l'image de l'intelligence universelle qui se déroule ainsi devant son regard. En cette petite tête, nous devons d'abord conquérir le monde le plus large de ce coin sombre, et nous pouvons dominer la vie. L'aspirant philosophique transforme ses études intellectuelles en actes de dévotion. Parce qu'il prévaut la philosophie, développant une psyché totalement consciente, elle ne partage pas les vues fanatiques et extrêmes de certains mystiques occidentaux médiévaux et des yogis indiens modernes qui se baignent du chemin en herbe de l'activité intellectuelle et considérer l'étude non seulement inutile mais même nocive. Il est vrai que si un élève reste toujours en train de lire, de ne jamais digérer quoi lire ou d'agir en fonction de quoi lire, il fera peu de progrès. Cependant, on ne peut pas dire qu'il perd son temps entièrement, car il acquiert des informations. Et si votre lecture comprend le travail des Great Masters, il acquiert également l'inspiration. Si, en plus, vous avez appris à lire correctement, vous acquérerez toujours une troisième chose. Un bon lecteur, ensemble, vous acquérerez toujours une troisième chose, ce qui est le stimulus pour réfléchir et réfléchir sur vous-même. Oui, un livre inspiré et un bon lecteur placés ensemble ne sont pas nécessairement une combinaison non spirituelle. Mais les exigences que nous avons établies plus tôt doivent être mémorisées. Ce qu'il lit doit être digéré. Il doit apprendre à penser, à créer ses propres idées, sous l'encouragement de ce qu'il lit. Sinon, plus il lit, plus il peut devenir confus, avec des idées et des doctrines contradictoires. Et la répétition, la lecture et la pensée doivent conduire à l'action, à ne pas la laisser inutilement suspendue dans le monde des rêves et des théories. La philosophie n'adopte pas l'attitude anti-intellectuelle de tant d'asistes médiévaux et de leurs héritiers modernes, car il déclare que la réflexion métaphysique peut conduire le penseur à l'ombre de l'intuition mystique. Il garantit que, persévérant dans la réflexion abstraite, il peut conquérir la grâce du moi le plus élevé et être réalisé de plus en plus vérités plus élevées. Mais il y a une condition préalable à la réussite triomphale. Le penseur doit plutôt se soumettre à une discipline de l'auto-traitement. Vos pensées, sentiments et actions devraient subir une formation prolongée et un contrôle constant qui éliminera, ou du moins réduiront ces facteurs qui ont adopté votre réflexion ou empêcheront l'émergence d'une véritable intuition. Son caractère doit donc être perfectionné. Votre instinct égoïste doit être combattu. Vos passions doivent être gouvernées. Vos préjugés doivent être détruits. Vos tendances doivent être corrigées. Parce qu'ils n'ont pas soumis à cette discipline, beaucoup de gens ont été détournés par l'activité de réflexion pour un matérialisme malheureux, car la philosophie indique que le reflet de l'homme ordinaire est corrompu par la nature inférieure où il est complètement emmêlé. Il doit donc libérer en grande partie cette réflexion de la captivité de la nature inférieure. Si elle doit conduire à des conclusions, certes, si vous devez conduire à la reconnaissance de vos propres limitations, et si vous devez inviter l'intuition à se lever et à la remplacer au moment approprié, tout comme l'éducation de l'intellect et la pratique de la courtoisie, élève l'homme d'une classe inférieure de la société à une classe supérieure, également la purification de la pensée, du sentiment et de la volonté,
élève son esprit à un royaume de perception plus élevé de la perception, la plus élevée qu'auparavant. La philosophie accueille donc et comprend une activité métaphysique dans son programme.